Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez VOA Afrique, c'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À ce micro, je suis Rosienne Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de la politique du dépistage du VIH/SIDA en République démocratique du Congo. Les autorités sont en ordre de bataille pour encourager les Congolais à connaître leur statut sérologique. Docteur Bossiki Bernard. La grande enquête que nous avons menée en 2013 avait situé la couverture de dépistage du VIH à 16%. Le plan stratégique 2014-2017 a permis de monter cette proportion autour de 52%. Les cibles principales sont les zones à haute prévalence et les populations les plus exposées à la maladie. Docteur Hilaire Mboli. Nous sommes en train de toucher les clandestins. Tous ceux-là qui se considèrent comme hétérosexuels, mais qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Nous avons même développé des stratégies qui font que les pères amènent même leurs partenaires. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangenka répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Kouyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par la République démocratique du Congo où des centaines de milliers d'enfants sont menacés de malnutrition. Oui Mohamedou. Selon un communiqué de l'UNICEF publié le mercredi dernier, près de 400 000 enfants congolais risquent d'être atteints de malnutrition sévère dans la région du Kasaï, en proie à des violences depuis plusieurs mois. Dans la seule province du Kasaï central, plus du tiers des centres de santé ne sont plus opérationnels suite à des pillages en raison des problèmes de sécurité pour le personnel ou du manque de fournitures médicales, ce qui prive les enfants des services essentiels et des médicaments. Mais alors Firmin, quelle réponse compte apporter l'UNICEF ? L'UNICEF affirme avoir besoin de 40 millions de dollars américains pour son aide d'urgence dans le Grand Kasaï. L'agence onusienne a intensifié sa réponse humanitaire dans les 5 provinces du Kasaï, fournissant des aliments thérapeutiques à des milliers d'enfants dans les centres nutritionnels. Elle a aussi formé des centaines de travailleurs communautaires afin qu'ils puissent dépister les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité par cette bonne nouvelle pour l'Afrique. Pour la première fois de son histoire, l'OMS sera dirigée par un Africain. L'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu le 23 mai dernier à la tête de l'agence onusienne en charge de la santé. C'était lors de la 70e Assemblée mondiale de la santé qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 31 mai. Tedros Adhanom avait en face de lui le Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nishtar. Au premier tour, il est arrivé en tête avec 95 voix devant le Britannique, 52 voix. La Pakistanaise a eu 38 voix. Au deuxième tour, l'Éthiopien l'a emporté avec 121 voix contre 62 pour David Nabarro. Alors Firmin, que sait-on du nouveau directeur général ? Tedros Adhanom a 52 ans. Il est marié et père de 5 enfants. Après l'obtention de sa licence en biologie à l'université d'Asmara en Érythrée, anciennement Éthiopie, en 1986 à 21 ans, il est recruté comme expert junior au ministère de la Santé de son pays. Titulaire d'un master en immunologie et maladies infectieuses de l'Université de Londres et d'un doctorat en santé communautaire de l'Université de Nottingham en Grande-Bretagne, il a été ministre de la Santé de l'Éthiopie entre 2005 et 2012 et ministre des Affaires étrangères entre 2012 et 2016. Sur le plan international, Adhanom a occupé d'importantes positions, parmi lesquelles la présidence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme entre 2009 et 2011. C'est donc un homme rompu aux affaires de santé et à la diplomatie qui commencera son mandat de 5 ans le 1er juillet 2017. Merci Firmin. Après son élection, le nouveau directeur général a rappelé l'une de ses priorités, à savoir augmenter les ressources de l'organisation pour aider les peuples les plus vulnérables. Écoutons un extrait de son discours. La traduction est assurée par les services linguistiques de l'OMS. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a
Quelque chose qui a été vraiment clair au cours de cette campagne, c'est que tous les chemins mènent à la couverture sanitaire universelle. Seulement la moitié de la population a accès aux soins sanitaires sans appauvrissement. Donc, nous savons ce que nous devons faire. Les ODD sont une occasion rêvée pour l'OMS pour augmenter, améliorer énormément cet accès aux soins de santé. Troisièmement, vous souhaitez que nous concentrions nos ressources sur les peuples les plus vulnérables, dans les contextes les plus fragiles, tout en servant tout un chacun, mais surtout ceux qui en ont le plus besoin. Et nous agirons selon ce message. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour créer un environnement propice et juste afin d'assurer une bonne gouvernance. Ensemble, nous pourrons sauver et améliorer la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est mon engagement. Tout est possible. Remontons-nous les manches. Nous pouvons y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you for your confidence. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Environ la moitié des personnes vivant avec le VIH-Sida ne connaissent pas leur statut sérologique selon l'Organisation mondiale de la santé. En République démocratique du Congo, l'un des pays les plus touchés par la maladie, ce taux se situe à 52% selon notre invité de la semaine. Ce qui signifie que des millions de personnes dans ce pays ne connaissent toujours pas s'ils sont porteurs du virus ou pas. Or, le dépistage du VIH est la première étape permettant d'accéder au traitement. Comment et où se font des tests du VIH? Quels sont les types de tests disponibles? Sont-ils gratuits? Sont-ils assez confidentiels pour favoriser la confiance des populations? Nous avons posé toutes ces questions au Dr Bossiki Bernard. Il est secrétaire national adjoint du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Tout d'abord, il nous parle des résultats réalisés dans la couverture du dépistage. La grande enquête que nous avons menée en 2013 avait situé la couverture de dépistage du VIH à 16%, notamment 26% en milieu urbain, donc en ville, et 9,6% dans le milieu rural. Alors, depuis lors, nous avons mis en place le plan stratégique 2014-2017, ce qui nous a permis de mener des actions qui ont monté cette proportion autour de 52%. Donc, à peu près 202 000 personnes actuellement ont été dépistées et connaissent leur statut sérologique. Et parmi eux, vous avez à peu près 156 000 qui reçoivent les antirétroviraux. Donc, il y a eu des progrès et nous avons ciblé notre stratégie pour aller là où se trouvent les personnes les plus exposées, notamment les professionnels des sexes, les prisonniers, les militaires et les policiers, les camionneurs, les mineurs, les pêcheurs, les migrants et bien sûr les patients tuberculeux, les femmes enceintes et plus généralement les femmes en âge de procréer et les filles. Parlez-nous justement de l'accès au dépistage en RDC. Est-ce que l'accès est facile? Le test est gratuit partout? Bien, en RDC, il y a une loi portant protection des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées. Et cette loi stipule que le dépistage du VIH est gratuit. Ce qui fait que partout où le programme intervient, le dépistage se fait gratuitement. Et actuellement, compte tenu des moyens disponibles, nous couvrons à peu près 63% des zones de santé avec l'appui de partenaires, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, et aussi les PEPFAR, l'initiative du gouvernement américain, et aussi les agences des Nations Unies. Actuellement, nous sommes en train de développer un nouveau plan stratégique qui vise l'ensemble des zones de santé, c'est-à-dire les 516 zones de santé, pour que nous puissions arriver à couvrir tous les pays. Mais il faut remarquer que dans les 63% que nous visons maintenant, ce sont des zones à haute prévalence où il y a beaucoup plus de risques d'exposition. Notre approche est plus orientée par les priorités qui sont définies par rapport à la prévalence et à la population. Mmh.
Alors, dans la pratique, parlons de dépistage justement. Quels sont les types de tests pratiqués et puis après combien de temps les patients ont les résultats? Comment ça se passe les tests? Comme tous les pays, il y a les conseils qu'on fait avant de pouvoir prélever, le prélèvement avec le test au niveau de laboratoire, les conseils après les tests et la remise des résultats. Alors, le temps de communication dépend de quel type. Le test est rapide, celui-là, le résultat est à moins de 5-10 minutes. Donc là, tout de suite après, on vous remet votre résultat. Alors, si nous devons faire le test ELISA qui nécessite de collecter un certain nombre d'échantillons avant de les soumettre au laboratoire, bon là, le résultat est communiqué 1 ou 2 jours après. Mais il y a une particularité pour ce qui concerne le test qui dépiste non pas les anticorps, mais la présence du virus chez les enfants qui naissent de mères séropositives. Tout à fait. Alors là, étant donné que les laboratoires qui font ce genre d'analyse ne sont pas nombreux dans les pays, nous avons 3 grands laboratoires pour le moment. Alors là, il y a un prélèvement qui est fait avec les papiers bivards, qui est acheminé dans le site où se trouvent les laboratoires. La distance étant, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines dans certains cas. Mais ce sont des cas spécifiques que nous faisons plus pour les enfants qui naissent des mères séropositives, puisque ces enfants ont des anticorps de leur mère. Si nous faisons les tests qui recherchent les anticorps, ils seront automatiquement positifs, même s'ils n'ont pas été contaminés. Les autotests ont été développés déjà dans certains pays comme l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est disponible en RDC? C'est disponible, les autotests sont disponibles, il est déjà accepté, bien que nous ne faisons pas encore large diffusion, puisqu'il faut se dire que nous devons comptabiliser aussi les personnes qui connaissent leur statut sérologique, mais on encourage aussi l'autotest, il est disponible. Y a-t-il des circonstances dans lesquelles le Congolais est obligé de faire son test? Par exemple, pour les femmes enceintes, est-ce qu'il y a une obligation faite aux femmes de faire leur test, ou alors pour ceux, par exemple, qui font des dons de sang? Bon, je rappelle tout simplement que d'après la loi, le test est volontaire, anonyme, confidentiel et gratuit. Avec cependant l'obligation de la personne qui est déclarée séropositive puisse faire connaître son statut sérologique à son conjoint ou à son partenaire. Ça, c'est ce que dit la loi. On leur recommande de se faire dépister. C'est une recommandation qui est fortement encouragée. On prendra ça un peu comme étant une obligation sans être une obligation puisque la loi ne le dit pas. Concernant les femmes enceintes, nous faisons les dépistages à toutes les femmes qui se présentent en maternité. Il y a une politique qui existe dès le premier trimestre. Il est conseillé de rechercher le VIH, de rechercher aussi la syphilis. Ça reste toujours volontaire, mais il faut dire que pratiquement toutes les femmes, plus de 98% des femmes acceptent de se faire dépister. Pour ce qui concerne le don de sang pour la transfusion sanguine, c'est obligatoire, sinon l'échantillon est jeté. Mais nous n'avons pas de circonstances que la loi autorise pour que nous puissions obliger de faire le test. En dehors de cette obligation un peu voilée que je viens de vous citer pour les femmes enceintes, pour la sécurité sanguine. L'une des plus grandes craintes des populations, c'est souvent le regard des autres, compte tenu du fait qu'il existe encore la discrimination à l'égard des personnes séropositives et tout. Alors, y a-t-il en RDC des politiques dans les hôpitaux, les structures sanitaires pour garantir la confidentialité des résultats et aussi l'assistance psychologique aux personnes dont les résultats sont positifs? Bien, ce que vous dites est vrai puisque nous avons mené il y a 3 ans, je crois, une étude qu'on appelle l'index de stigma qui mesure l'évaluation d'auto-stigmatisation et la perception des PVV sur la stigmatisation et la discrimination. Il a été démontré que ce soit dans les milieux médicaux, dans les milieux religieux, dans les églises, dans les familles et tout ça, il y a des problèmes de stigmatisation et de discrimination. Depuis lors, nous développons avec le ministère de Justice et Droits humains des interventions, même aussi avec le ministère de la Santé, pour que nous puissions arriver à réduire sensiblement ces cas de stigmatisation que souffrent les PVV. Alors, dans les formations médicales,
il y a une conscientisation des formations qui se font pour que les personnels médicaux ne puissent pas stigmatiser les PVV. Et ceci commence, c'est toute l'équipe qui prend en charge les personnes vivant avec le VIH sont conscientisées ou on mène des actions. En plus de cela, il y a une forte implication des communautés puisque nous avons même des réseaux des personnes vivant avec le VIH qui sont avec nous. Ils sont éparpillés à travers les pays qui nous accompagnent. Ils veillent à la qualité des soins qui sont administrés aux personnes vivant avec le VIH. Et nous avons même déjà 2 observatoires qui veillent et évaluent la qualité des soins qui sont dispensés. Et puis, dans les formations médicales, vous avez les groupes de soutien composés des personnes vivant avec les VIH qui sont là pour accompagner les PVV. La personne vivant avec les VIH, une fois dépistée, on les recommande, on l'encourage à être en contact avec une association qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH pour ne pas se sentir isolés ou supporter, affronter cette réalité. Terminons cet entretien par ce qui se fait en RDC pour encourager les personnes à se faire dépister. Quelles sont les initiatives au niveau communautaire, local, des initiatives privées et même au niveau gouvernemental? Qu'est-ce qui se fait pour encourager les gens à faire leur dépistage? Bon, au niveau communautaire, il y a beaucoup de témoignages, et d'ailleurs c'est grâce aux témoignages des PVV, des personnes vivant avec les VIH, que nous avons réussi à avoir beaucoup de personnes qui ne se cachent plus quand ils sont déclarés séropositifs. En dehors, bien sûr, des actions médiatiques que nous faisons avec des spots qui passent à la télévision et tout ça. Et le travail de la société civile, des communautaires sont très appréciables là, parce que il y a beaucoup d'activités sur le terrain qui sont menées avec les PVV au niveau des écoles, au niveau des églises, des conférences, des visites à domicile pour soutenir ces personnes-là. Au niveau du gouvernement, nous avons une forte implication du ministère de la Justice, donc du corps des magistrats et des avocats pour des cas dénoncés de discrimination, de stigmatisation, quand il y a plainte qui puisse arriver à sanctionner cela. Et nous avons même une clinique juridique pour des personnes qui ont besoin d'assistance dans les cas de discrimination et stigmatisation. Actuellement même, nous faisons des dépistages même nocturnes dans le lieu des personnes. Par exemple, pour les professionnels des sexes, il faut aller la nuit, là où elles travaillent, pour qu'ils puissent accepter de se faire dépister. Nous remercions le docteur Bossiki Bernard qui nous répondait depuis Kinshasa. Si vous avez des questions à lui poser sur le sida en général et en RDC en particulier, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission Votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir s'écrit sans accent et en un seul mot. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Pour toucher plus de monde et étendre la couverture du dépistage à une majorité de la population, les experts recommandent de travailler avec les prestataires communautaires formés. C'est dans ce cadre qu'interviennent des ONG comme l'association Progrès Santé Sans Prix. Cette association s'est spécialisée dans la lutte contre le VIH-Sida auprès des minorités sexuelles en RDC. Le docteur Hilaire Mbolier est le coordonnateur de cette association. Il nous parle des campagnes de dépistage et des difficultés que rencontre cette association pour mobiliser davantage de personnes. Nous avons comme cible les professionnels de sexe, la communauté LGBTI et nous avons aussi les usagers de drogues injectables. Voilà. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez dire par communauté LGBTI, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas l'abréviation. Oui, par communauté LGBT, c'est-à-dire que nous occupons des lesbiennes, des bisexuels, des transgenres, des intersexes. Donc, ils forment cette communauté LGBT parmi les minorités, sont des minorités sexuelles. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour eux? Nous avons des activités sur la mobilisation communautaire,
Nous faisons les dépistages volontaires du VIH. Nous assurons la prise en charge aux ARV, aux infections sexuellement transmissibles, en stratégie avancée, c'est-à-dire nous organisons des services mobiles en stratégie nocturne. Et nous avons aussi des centres conviviaux en stratégie fixe. Alors, la tendance sexuelle comme celle de l'homosexualité est perçue comme une abomination chez la plupart des cultures mondiales en général et celle de l'Afrique en particulier. Est-ce que vous parvenez vraiment à toucher cette catégorie de gens comme la plupart n'est pas encore sorti de sa cachette? Oui, mais c'est ça le véritable défi que nous avons par rapport à nos cibles. Nous accentuons les problèmes sur la mobilisation communautaire pour dire que non, ce sont des personnes comme toute autre personne qui a des droits et que nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes de côté si nous voulons combattre réellement les VIH. Et si nous voulons accepter, nous puissions évoluer avec un monde équitable, nous devons respecter les orientations sexuelles de tout le monde. Mais en ce qui concerne la santé publique, c'est une population cible au milieu de tous parce que pour la plupart, ils sont bisexuels. Donc c'est comme ça que nous véhiculons les messages et nous disons que nous devons tous nous y mettre pour les soutenir et les amener au service de dépistage et les amener au service de prise en charge. Quel est le message que vous véhiculez au sein de votre organisation pour tout justement faire face aux problèmes de culture et des sujets encore tabous comme celui du sida et en même temps de l'homosexualité? D'abord, nous avons des t-shirts, c'est-à-dire sur des calicots, nous avons des images que nous imprimons, et nous disons ne laissez personne de côté. Ça, c'est notre message clé pour une meilleure santé. Et ce message-là, quand les gens veulent nous demander, mais ça signifie quoi? Et nous développons pour dire que non, nous nous occupons des personnes que vous trouvez dans la société qui ne sont pas utiles, mais alors que ce sont des personnes comme tout le monde qui ont beaucoup de potentialités et qui doivent accéder aux services qui doivent être considérés de façon équitable comme toute personne qui vit en RD Congo partout dans le monde. Et à partir de cela, nous démontrons quand même que notre statut sérologique et en connaissant le statut sérologique, si on est positif, on peut se mettre directement sur traitement et c'est comme ça que vous voyez la communauté commence à comprendre. Nous faisons des plaidoyers au niveau des religieux, au niveau des leaders communautaires et nous les parlons vraiment dans un public plus large. Parlons justement du dépistage. Quelle est votre satisfaction quant aux résultats atteints jusqu'ici? Nous sommes satisfaits parce que auparavant, ça n'existait pas. On ne pouvait pas parler d'homosexualité, c'était pratiquement tabou et on ne pouvait pas croire que non, c'était un problème de santé publique réel au vu de la prévalence qui dépasse le double même ou le triple de la prévalence nationale. Donc, ils ne croyaient pas. Et notre satisfaction est que nous touchons toute cette catégorie et nous sommes en train de toucher les clandestins. Donc, tous ceux-là qui se considèrent comme hétérosexuels, qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Nous avons développé les approches par pair, c'est-à-dire les pairs amènent les pairs. Et de ce côté-là, nous avons même développé les stratégies qui font que les pairs amènent même leurs partenaires. Et les partenaires, ça peut se faire par boule de neige. Donc, celui-ci amène l'autre et l'autre va aussi amener une autre personne. C'est ça d'abord notre grande satisfaction. Et notre satisfaction encore, c'est quoi? C'est que si nous passons au dépistage, après sera des personnes positives, nous les mettons directement sous ARV. C'est ça que nous appelons donc le test ensuite. Donc ça marche et ça nous fait une satisfaction. Une autre satisfaction, c'est que quand nous développons des activités du VIH, nous avons déjà une cartographie qui est déjà préparée et cette cartographie, ça répond au site de LGBTI et même parmi eux, il y a des ceux qui proposent des activités que nous menons dans des grandes journées internationales comme la journée de lutte contre l'homophobie, la journée de la femme. Donc tout ça, vraiment, ça nous amène à une satisfaction. Et quelles sont les contraintes que vous avez déjà rencontrées jusque-là? Ce sont d'abord des barrières culturelles. Nous sommes en Afrique, ça il faut pas oublier. Donc tout ce qui touche aux aspects LGBT, c'est-à-dire aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels, aux transgenres, c'est considéré comme abomination, c'est considéré comme tabou et même donc les victimes sont là, ils sont rejetés par leurs propres familles et
mais il y a aussi une autre barrière, c'est la religion. La religion, ici, les pasteurs, c'est tous les dimanches, ils doivent prêcher à l'église pour dire que non, les abominations viennent des homosexuels. C'est vraiment un sujet presque tous les jours dans les églises. Plus il y a des renseignements comme ça, plus la communauté développe une méfiance. Plus la communauté développe des attitudes vraiment qui sont négatives et ça nous met pratiquement en difficulté. Mais nous, de notre côté, on se laisse pas faire. Donc, nous mettons aussi des batteries en marche pour aussi sensibiliser, amener un peu de discussions dans des petits groupes, dans des conférences et des débats pour qu'ils comprennent que non, vraiment, c'est un problème de droits humains, droit à la santé et que nous devons mieux y mettre. Une autre barrière, pratiquement, vous savez que en Afrique, donc, quand on sait déjà que celui-là, il est homosexuel, donc ils vont commencer à les stigmatiser, ils vont commencer à les mettre de côté. Et quand vous voyez des activités et en groupe ou en communauté, vraiment, on essaie un peu d'isoler ce qu'on appelle ceux dont ils trouvent que ce sont des homosexuels. Et surtout, s'ils sont visiblement efféminés ou s'ils sont visiblement, donc ils ont une orientation vraiment visible que vous voyez qu'ils parlent de l'homosexualité. Nous remercions le docteur Hilaire Mbolié qui nous répondait depuis Kinshasa. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, est avec nous pour apporter des réponses. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Je suis Papi, je suis à Kinshasa. En fait, j'ai une préoccupation. Je voulais savoir, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir mal aux os. Donc, je dirais plus du côté du bras gauche. Alors, je suis AS. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est dû à... Est-ce qu'il y a de l'anémie dans le AS ou pas du tout? Ce que je peux répondre à Papi, c'est que, vu sa question, je pense qu'il souffre d'une drépanocytose hétérozygote, puisqu'il signale qu'il est AS. À savoir qu'il fait partie des porteurs sains des drépanocytoses. En général, les drépanocytoses de type AS, à savoir les drépanocytoses hétérozygotes, sont des drépanocytoses asymptomatiques qui ne provoquent aucun problème de santé. La drépanocytose, pour rappel, étant une maladie génétique du sang liée à la présence d'une hémoglobine anormale. Dans le cas de Papi, il semble avoir une hémoglobine normale et une hémoglobine anormale qui est S. En principe, cette forme AS est, et que je le dis encore, asymptomatique, donc logiquement ne devrait pas entraîner d'anémie. Mais il est évident qu'il y a certaines personnes AS que nous retrouvons en consultation qui se plaignent de douleurs, qui peuvent faire penser à des douleurs d'origine drépanocytaire. Parfois, on retrouve même d'ailleurs une anémie chez ces personnes-là, mais il faut dire que ces douleurs et ces anémies-là ont souvent des causes autres que la maladie drépanocytaire. Et c'est pour ça que, à la question de Papi, est-ce que la drépanocytose hétérozygote de type AS peut entraîner une anémie? La réponse est non, elle ne peut pas entraîner une anémie, mais n'empêche qu'une personne qui a une drépanocytose hétérozygote asymptomatique peut quand même avoir une anémie qui sera d'une autre cause que la cause drépanocytaire. Idem pour les douleurs dont la personne souffre, qui peut avoir des causes autres que la cause purement drépanocytaire. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à Papi qui appelait depuis Kinshasa. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la politique de dépistage du VIH-Sida en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Bossiki Bernard. Il est secrétaire national adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous a expliqué les stratégies et les ambitions des autorités pour dépister plus de personnes. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Hilaire Mbolié, coordinateur national de Progrès Santé Sans Prix, une association spécialisée dans la lutte contre le VIH-Sida auprès des minorités sexuelles. Il nous a parlé des problèmes qui se posent pour dépister davantage de Congolais. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda, toujours d'attaque pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé.
Merci également à Chouchou Kawa, notre correspondante à Kinshasa, qui a recueilli les questions des auditeurs. Aiden Outko était à la console et Michel Joseph signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounenzero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.